J'ai volé un sac et maintenant la mort me traque. Je suis un voleur depuis aussi longtemps que je me souvienne. Petit déjà, je savais comment glisser une main dans une poche sans me faire remarquer. Je travaillais principalement autour des gares routières et d'autres endroits bondés où les gens se rassemblent. Là-bas, l'agitation était mon allié. Je me faufilais, je repérais ma cible. Il suffit d'un moment d'inattention, une seconde où leur esprit est ailleurs, et c'était fini. Voler est la seule chose que je sais faire. Un jour, alors que je me déplaçais dans la foule à la gare routière, mon regard fut attiré par un vieil homme en difficulté avec un grand sac. Il avançait lentement serrant son sac, comme s'il transportait quelque chose de fragile. Mais ce qui attira réellement mon attention, ce fut la manière dont le vieil homme le manipulait. Chaque mouvement était empreint de précaution, comme s'il craignait que le moindre choc puisse l'endommager, ou, pire encore, révéler ce qu'il contenait. Lorsqu'il atteignit le quai de son bus, il ne le laissa pas immédiatement au préposé chargé de ranger les bagages. Il lui parla d'abord à voix basse, échangeant quelques mots rapides que je ne pus entendre. Puis il lui remit le sac à contre-cœur, le regard toujours fixé sur lui. Ce simple détail suffit à éveiller ma curiosité. Pourquoi un sac aussi vieux et usé méritait-il autant d'attention? Mon instinct me soufflait une réponse évidente. Il y avait quelque chose de précieux à l'intérieur. Peut-être de l'argent, des bijoux, des objets d'une grande valeur sentimentale, ou même quelque chose d'encore plus rare. À cet instant, je sus que je devais le récupérer, coûte que coûte. J'ai pris une décision rapide, presque instinctive. J'allais monter dans ce bus et suivre l'homme. Je ne savais pas encore comment, ni quand. Je prendrais ce sac, mais l'improvisation faisait partie de mon quotidien. Quand on vit la vie que je mène, on apprend à improviser ou on meurt. Je suis monté dans le bus en restant discret, me fondant parmi les autres passagers, comme une ombre parmi les ombres. Le voyage était long, ponctué de quelques arrêts. À chaque pause, je surveillais le vieil homme. Descendrait-il? Quitterait-il le bus avec son sac? Mais non. Il restait toujours à sa place, immobile. Puis vint une petite ville, un arrêt différent des autres. Cette fois, le bus marquait une halte prolongée et la plupart des passagers descendirent. Certains se dirigeaient vers un petit restaurant, d'autres vers les toilettes ou vers les vendeurs ambulants qui tentaient d'écouler leurs fruits et boissons. C'était le moment que j'attendais. Je jetai un regard vers le compartiment où les bagages étaient entreposés, juste au-dessus des sièges. Le sac du vieil homme était toujours là, bien enfoncé parmi les autres valises. Et surtout, le préposé qui l'avait rangé s'éloignait à son tour, probablement pour prendre une pause. J'ai tendu les mains pour tirer le sac en jetant un regard rapide autour de moi. Personne ne semblait faire attention à moi. Le sac était plus lourd que prévu. Une fois le sac en main, j'étais descendu du bus et j'ai commencé par marcher rapidement sans me retourner. Je ne pouvais pas me le permettre. Regarder en arrière, c'est montrer qu'on a quelque chose à cacher. Je me suis fondu dans la foule, le sac serré contre moi, marchant d'un pas rapide mais maîtrisé. L'adrénaline me brûlait les veines, mais je savais qu'il ne fallait pas courir, ne pas éveiller les soupçons. Je devais simplement disparaître avant que quelqu'un ne réalise ce qui venait de se passer. Une fois suffisamment éloigné, je me suis aventuré dans une rue secondaire, loin des regards curieux. Je devais rentrer pour ouvrir ce sac et découvrir ce qu'il contenait réellement. Mais avant cela, je voulais partager mon triomphe. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro familier. Dès que l'appel fut décroché, un sourire étira mes lèvres. « Chérie, j'ai une surprise pour toi, j'arrive. » Une fois arrivé à la maison, j'étais sur le point de découvrir mon plus gros butin. J'avais déjà volé des téléphones, des portefeuilles, parfois même des sacs à main contenant quelques billets, mais jamais quelque chose d'aussi intriguant. Ma copine Cynthia m'attendait dans notre petit appartement, un studio modeste où nous avions l'habitude de partager nos plans et nos butins. Dès que j'ai franchi la porte, elle a levé les yeux vers moi. « Qu'est-ce que t'as volé cette fois ?» a-t-elle demandé avec un sourire en coin, déjà habituée à mes combines. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis contenté de déposer le sac sur la table. J'avais le pressentiment que c'était un gros coup. Peut-être des bijoux, de l'argent liquide, voire quelque chose d'encore plus précieux. Mais rien ne m'aurait préparé à ce que j'allais découvrir. D'un geste lent, j'ai fait glisser la fermeture éclair. Et puis, des liasses de billets, rangés avec une précision maniaque, empilés en blocs parfaitement alignés. Il y en avait trop pour que je puisse les compter d'un seul coup d'œil. J'avais touché le jackpot.
Mon cœur s'emballa. Une vague d'exaltation me traversa. C'était bien réel. C'était une fortune. Cynthia s'est approchée, les yeux écarquillés. « Oh, la vache !» souffla-t-elle, la main devant la bouche. Elle prit une liasse, la feuilleta rapidement, comme pour s'assurer que ce n'était pas de la fausse monnaie. Puis elle éclata de rire, un rire incrédule. « Mais c'est dingue! D'où il sort tout cet argent ?» Je n'avais pas la réponse. Mais à cet instant précis, ça n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était que nous avions enfin ce que nous avions toujours rêvé. Une chance de fuir cette vie de petits vols et de combines minables. Mais un sac rempli d'argent comme celui-ci, ça appartenait forcément à quelqu'un d'important. Quelqu'un qui allait vouloir le récupérer. « On doit rester discret », ai-je dit en refermant le sac avec précaution. Au cas où quelqu'un le recherche. Cynthia hocha la tête, son excitation tempérée par une pointe d'inquiétude. « Ouais, on fait profil bas quelques jours. » Et après, elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Nous savions tous les deux ce que nous comptions faire ensuite. Le lendemain matin, en me réveillant, je me suis levé et me suis dirigé vers le sac, toujours posé sur la table du salon. J'avais hâte de revoir mon trésor, de ressentir encore cette euphorie. J'ai fait glisser la fermeture éclair d'un geste rapide. Mais ce que j'ai découvert, il y avait plus d'argent qu'avant. Mon cerveau refusa d'abord d'accepter ce que mes yeux voyaient. J'avais pourtant pris une bonne partie de l'argent la veille, j'en étais certain. Cynthia et moi avions compté, trié, séparé une somme pour nos besoins immédiats. Mais maintenant, le sac débordait presque. Des liasses de billets neufs semblaient avoir rempli le sac pendant la nuit, comme si une main invisible était venue les déposer en mon absence. J'ai reculé d'un pas. « Cynthia, viens voir ça !» Elle arriva, encore ensommeillée, et quand elle vit l'intérieur du sac, ses yeux s'écarquillèrent d'incompréhension. « Ce n'est pas possible. On en a pris hier soir, non ?» Je hochai lentement la tête. Ça n'avait aucun sens. Les jours passèrent, et le phénomène se répéta inlassablement. Chaque matin, peu importe combien d'argent nous prenions ou dépensions, le sac se remplissait à nouveau, comme une fontaine inépuisable. Au début, j'ai cru à un miracle, une bénédiction tombée du ciel. C'était le jackpot ultime, un trésor qui ne s'épuisait jamais. Nous avons commencé à dépenser plus librement, à acheter des choses. Cynthia rêvait d'une voiture, nous l'avons achetée. Un appartement plus grand, c'était désormais possible. L'argent ne manquait jamais. Mais bientôt, l'excitation fit place à l'angoisse. J'ai essayé de comprendre, d'analyser la situation rationnellement. Comment était-ce possible? Était-ce un tour de magie? Un piège? Une malédiction? Puis vinrent la tragédie. 1 mois après avoir pris le sac, alors que je commençais à peine à croire que tout irait bien, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je décrochai, l'esprit encore embrumé. « Allô ?» La voix à l'autre bout était lourde, étranglée par l'émotion. C'était mon oncle. « Je suis désolé, c'est ton père. Il y a eu un accident. » Mon sang se glaça. « Quoi? Quel accident? Ton père, ton frère et ta petite sœur, Il s'interrompit, cherchant ses mots, et puis il lâcha la vérité comme une lame plantée dans mon cœur. Ils ont été percutés par une voiture. Le conducteur a perdu le contrôle et les a fauchés sur l'autoroute. Ils sont morts sur le coup. Le monde s'écroula autour de moi. La nouvelle de la mort des membres de ma famille tournait en boucle dans ma tête. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais là, assis sur le sol de notre appartement, le téléphone serré dans ma main, incapable de prononcer un mot. Cynthia était à côté de moi, les yeux pleins de larmes, mais je n'entendais plus rien. J'avais perdu des proches, bien sûr, mais pas comme ça. Pas dans un accident aussi brutal, aussi soudain. Pas d'un seul coup. Pourquoi maintenant? Pourquoi eux? Puis, au milieu du chaos de mon esprit, une pensée s'est infiltrée. Un doute. J'ai levé les yeux et mon regard s'est posé sur le sac. Au début, l'idée me sembla ridicule. Comment un simple sac pouvait-il être lié à ce qui s'était passé? Ce n'était qu'un objet. De l'argent n'a jamais tué personne. Si, mais plus j'y réfléchissais, plus une angoisse me nouait l'estomac. Oui, j'avais de l'argent. Plus que je n'en avais jamais eu. J'ai repassé les événements dans ma tête. C'était peut-être une coïncidence, me suis-je dit finalement. Quelques jours après l'enterrement, un nouvel accident a eu lieu. Cette fois, la sœur de Cynthia a été grièvement blessée. Une machine lui a écrasé la main sur son lieu de travail. On a dû l'amputer. À peine le choc absorbé, une autre tragédie est survenue.
Un de mes cousins a eu un accident de voiture. Il a survécu, mais il est resté dans le coma pendant des semaines. À chaque fois que je touchais l'argent, quelque chose d'horrible se produisait. Je ne pouvais plus l'ignorer. Ce n'était pas une coïncidence. Cynthia aussi a fini par remarquer le schéma. Elle a refusé de toucher un centime de plus. Elle m'a supplié de me débarrasser du sac, de le brûler, de le jeter quelque part où personne ne pourrait jamais le retrouver. Je ne pouvais plus supporter ça. Il fallait que ça s'arrête. Il fallait que je fasse quelque chose. La seule solution qui me restait, c'était de retrouver ce vieil homme et de lui rendre le sac. Peut-être que cela mettrait fin à tout ça. Peut-être que je pourrais enfin me libérer. Je devais retourner dans la petite ville. C'était là que le bus nous avait conduits ce jour-là. Si le vieil homme vivait dans la région ou s'il avait des proches là-bas, j'aurais une chance de le retrouver. Dans le sac, parmi les liasses de billets maudits, j'avais trouvé une carte d'identité nationale. C'était bien la sienne. Son nom, sa date de naissance, son numéro d'identification. Mais une fois sur place, c'était comme s'il n'avait jamais existé. J'ai commencé par fouiller les gares routières, posant des questions aux employés, décrivant l'homme avec précision montrant même sa carte. Certains me répondaient avec un haussement d'épaule, d'autres me regardaient avec méfiance, mais personne ne semblait savoir de qui je parlais. J'ai élargi mes recherches. J'ai montré sa description aux commerçants, aux habitants des quartiers avoisinants. Rien. Personne ne se souvenait de lui. Comment était-ce possible? J'avais pourtant une preuve de son existence. J'ai essayé de le localiser, demandant à des bureaux administratifs, vérifiant des bases de données publiques. Mais encore une fois, rien. C'était comme si cet homme était un fantôme. Finalement, à bout de force et d'espoir, j'ai abandonné. Je suis retourné chez moi, l'esprit embrouillé, hanté par l'échec de mes recherches. Chaque matin, le sac continuait son manège infernal. Je me réveillais, et il était là, rempli de nouvelles liasses de billets, comme une offrande maudite. Mais maintenant, je le savais. Je savais ce qu'il cachait. Chaque billet que j'en sortais, chaque centime que je dépensais, avait un prix payé dans le sang et la douleur de ceux que j'aimais. Alors, je n'ai plus osé y toucher. Mais l'argent ne cessait de s'accumuler, comme une tentation perverse. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Je devais m'en débarrasser. J'ai essayé de le détruire. D'abord, le feu. J'ai jeté le sac dans un bidon en métal derrière l'immeuble et j'ai allumé une allumette. Les flammes ont dansé, mais le sac n'a même pas noirci. Il était intact. Ensuite, la lame. J'ai pris un couteau de cuisine et j'ai lacéré le tissu de toutes mes forces. Rien. La lame ne laissait aucune marque, comme si le sac était fait d'une matière indestructible. J'ai paniqué. Dans un dernier espoir désespéré, je l'ai jeté dans la rivière. Je l'ai regardé couler, soulagé. Mais le lendemain matin, il était revenu, posé exactement au même endroit. Rempli de billets, ma réalité basculait dans l'horreur. Puis est venu le cauchemar. Un rêve si réel. J'étais dans un cimetière. Je marchais parmi les tombes. Et là, devant la pierre tombale de mon père, il était là, le vieil homme. Il se tenait droit et dit « Tu ne peux pas échapper à ton destin. Ce sac t'appartient désormais. » Je me suis réveillé en sursaut. Et là, posé devant mon lit, le sac. Il m'attendait. À cet instant, j'ai compris. Il n'y avait aucune échappatoire. Les jours suivants, le coup final est tombé. J'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû comprendre que la malédiction n'en avait pas fini avec moi. Mais rien n'aurait pu me préparer à ça. Cynthia, ma Cynthia, la seule personne qui était restée à mes côtés malgré tout, qui m'avait aimé malgré mes erreurs. Elle est morte, renversée par une voiture en pleine rue. Un chauffard, il a surgi de nulle part, à une vitesse folle. Elle n'a jamais eu le temps de réagir. Le choc a été brutal. Son corps a été projeté à plusieurs mètres. Je suis arrivé quelques minutes après, trop tard. Je me suis précipité, j'ai hurlé son nom, j'ai secoué son corps sans vie. Mais elle était déjà partie. J'étais seul au monde, brisé, hanté par mes choix. Tout avait commencé le jour où j'avais volé ce maudit sac. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas me débarrasser du sac. Je ne peux pas le détruire. Je ne peux plus vivre avec la culpabilité. La malédiction du sac n'était pas seulement une punition, c'était une leçon. Toute ma vie, j'avais pris sans me soucier des conséquences. Je pensais que la chance appartenait à ceux qui savaient la saisir, que l'argent résolvait tout. Mais ce sac m'a appris une vérité terrible. L'argent facile,
la richesse sans effort. Tout cela n'était qu'un piège, un poison lent qui détruisait tout ce qui comptait vraiment. Si on prend ce qui ne nous appartient pas, un jour, c'est la vie elle-même qui viendra réclamer sa dette. Si tu as écouté toute l'histoire, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.